Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 7, suite. Quand Jeanne connut la réponse de son mari, elle ne se fâcha point et répondit « Il ment, papa, mais nous finirons par le convaincre. » Et pendant 2 jours, elle fut taciturne, recueillie, méditant. Puis le 3e matin, elle voulut voir Rosalie. Le baron refusa de faire monter la bonne, déclara qu'elle était partie. Jeanne ne céda point, répétant « Alors qu'on aille la chercher chez elle. » Et déjà elle s'irritait quand le docteur entra. On lui dit tout pour qu'il jugeât. Mais Jeanne, soudain, se mit à pleurer, énervée outre mesure, criant presque « Je veux voir Rosalie, je veux la voir. » Alors le médecin lui prit la main et à voix basse « Calmez-vous, madame, toute émotion pourrait devenir grave car vous êtes enceinte. » Elle demeura saisie, comme frappée d'un coup, et il lui sembla tout de suite que quelque chose remuait en elle. Puis elle resta silencieuse, n'écoutant même pas ce qu'on disait, s'enfonçant en sa pensée. Elle ne put dormir de la nuit, tenue en éveil par cette idée nouvelle et singulière qu'un enfant vivait là, dans son ventre, et triste, peinée qu'il fût le fils de Julien. Inquiète, craignant qu'il ne ressemblât à son père. Au jour venu, elle fit appeler le baron. « Petit père, ma résolution est bien prise, je veux tout savoir, surtout maintenant. Tu entends ? Je veux. Et tu sais qu'il ne faut pas me contrarier dans la situation où je suis. Écoute bien. Tu vas aller chercher monsieur le curé. J'ai besoin de lui pour empêcher Rosalie de mentir. Puis, dès qu'il sera venu, tu la feras monter et tu resteras là avec petite mère. Surtout, veille à ce que Julien n'ait pas de soupçons. » 1 heure plus tard, le prêtre entrait, engraissé encore, soufflant autant que petite mère. Il s'assit près d'elle dans un fauteuil, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes. Et il commença par plaisanter, en passant par habitude son mouchoir à carreaux sur son front. « Eh bien, madame la baronne, je crois que nous ne maigrissons pas, mais d'avis que nous faisons la paire. » Puis, se tournant vers le lit de la malade. « Hé hé, qu'est-ce qu'on m'a dit, ma jeune dame, que nous aurions bientôt un nouveau baptême? Ha ha ha. Pas une barque cette fois. » Et il ajouta d'un ton grave, « Ce sera un défenseur pour la patrie. » Puis, après une courte réflexion, « À moins que ce ne soit une bonne mère de famille. » Et saluant la baronne, « Comme vous, madame. » Mais la porte du fond s'ouvrit. Rosalie, éperdue, larmoyant, refusait d'entrer, cramponnée à l'encadrement et poussée par le baron. Impatienté, il la jeta d'une secousse dans la chambre. Alors elle se couvrit la face de ses mains et resta debout, sanglotant. Jeanne, dès qu'elle l'aperçut, se dressa brusquement, s'assit, plus pâle que ses draps, et son cœur affolé soulevait de ses battements la mince chemise collée à sa peau. Elle ne pouvait parler, respirant à peine, suffoquée. Enfin, elle prononça d'une voix coupée par l'émotion. « Je n'aurais pas besoin de t'interroger. Il me suffit de te voir ainsi, de voir ta honte devant moi. » Après une pause, car le souffle lui manquait, elle reprit. « Mais je veux tout savoir. Tout. Tout. J'ai fait venir monsieur le curé pour que ce soit comme une confession, tu entends ?» Immobile, Rosalie poussait presque des cris entre ses mains crispées. Le baron, que la colère gagnait, lui saisit les bras, les écarta violemment, et la jetant à genoux près du lit. « Parle donc. Réponds. » Elle resta par terre, dans la posture qu'on prête aux madeleines, le bonnet de travers, le tablier sur le parquet, le visage voilé de nouveau de ses mains redevenues libres. Alors le curé lui parla. « Allons, ma fille, écoute ce qu'on te dit et réponds. Nous ne voulons pas te faire de mal, mais on veut savoir ce qui s'est passé. » Jeanne, penchée au bord de sa couche, la regardait. Elle dit « C'est bien vrai que tu étais dans le lit de Julien quand je vous ai surpris. » Rosalie, à travers ses mains, gémit. « Oui, madame. » Alors, brusquement, la baronne se mit à pleurer aussi avec un gros bruit de suffocation, et ses sanglots convulsifs accompagnaient ceux de Rosalie. Jeanne, les yeux droits sur la bonne, demanda « Depuis quand cela durait-il » Rosalie balbutia « Depuis qu'il est venu. » Jeanne ne comprenait pas. « Depuis qu'il est venu. Alors depuis le printemps ?»« Oui, madame. »« Depuis qu'il est entré dans cette maison ?»« Oui, madame. » Et Jeanne, comme oppressée de questions, interrogea d'une voix précipitée. « Mais comment cela s'est-il fait? Comment te l'a-t-il demandé? Comment t'a-t-il prise? Qu'est-ce qu'il t'a dit? À quel moment as-tu cédé? Comment as-tu pu te donner à lui ?» Et Rosalie, écartant ses mains cette fois, saisie aussi d'une fièvre de parler, d'un besoin de répondre. «
C'est mais c'est le jour qu'il a dîné ici la première fois qu'il est venu me trouver dans ma chambre. Il s'était caché dans le grenier, j'ai pas osé crier pour pas faire d'histoire, et s'est couché avec mes. Je savais pas ce que je faisais à ce moment-là. Il a fait ce qu'il a voulu. J'ai rien dit parce que je le trouvais gentil. Alors Jeanne, poussant un cri. « Mais ton enfant, c'est à lui ?» Rosalie sanglota. « Oui, madame. » Puis toutes deux se turent. On n'entendait plus que le bruit des larmes de Rosalie et de la baronne. Jeanne, accablée, sentit à son tour ses yeux ruisselants, et les gouttes sans bruit coulèrent sur ses joues. L'enfant de sa bonne avait le même père que le sien. Sa colère était tombée. Elle se sentait maintenant toute pénétrée d'un désespoir morne, lent, profond, infini. Elle reprit enfin d'une voix changée, mouillée, d'une voix de femme qui pleure. « Quand nous sommes revenus là-bas, du voyage, quand est-ce qu'il a recommencé ?» La petite bonne, tout à fait écroulée par terre, balbutia. « Le premier soir, il est venu. » Chaque parole tordait le cœur de Jeanne. Ainsi, le premier soir, le soir du retour au peuple, il l'avait quittée pour cette fille. Voilà pourquoi il l'a laissée dormir seule. Elle en savait assez maintenant. Elle ne voulait plus rien entendre. Elle cria « Va-t'en, va-t'en !» Et comme Rosalie ne bougeait point, anéantie, Jeanne appela son père. « Emmène-la, emporte-la !» Mais le curé, qui n'avait encore rien dit, jugea le moment venu de placer un petit sermon. « C'est très mal ce que tu as fait là, ma fille, très mal. Et le bon Dieu ne te pardonnera pas de sitôt. Pense à l'enfer qui t'attend si tu ne gardes pas désormais une bonne conduite. Maintenant que tu as un enfant, il faut que tu te ranges. Madame la baronne fera sans doute quelque chose pour toi, et nous te trouverons un mari. » Il aurait longtemps parlé, mais le baron, ayant de nouveau saisi Rosalie par les épaules, la souleva, la traîna jusqu'à la porte et la jeta comme un paquet dans le couloir. Dès qu'il fut revenu, plus pâle que sa fille, le curé reprit la parole. « Que voulez-vous ? Elles sont toutes comme ça dans le pays. C'est une désolation, mais on n'y peut rien, et il faut bien un peu d'indulgence pour les faiblesses de la nature. Elle ne se marie jamais sans être enceinte, jamais, madame. » Et, il ajouta en souriant, on dirait une coutume locale. Puis, d'un ton indigné, « Jusqu'aux enfants qui s'en mêlent, n'ai-je pas trouvé l'an dernier dans le cimetière 2 petits du catéchisme, le garçon et la fille. J'ai prévenu les parents. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu ? Que voulez-vous, monsieur le curé ? C'est pas nous qui leur avons appris ces saletés-là. J'y pouvons rien. Voilà, monsieur, votre bonne a fait comme les autres. » Mais le baron, qui tremblait d'énervement, l'interrompit. « Elle, que m'importe, mais c'est Julien qui m'indigne. C'est infâme ce qu'il a fait là. Je vais emmener ma fille. » Et il marchait, s'animant toujours exaspéré. « C'est infâme d'avoir ainsi trahi ma fille. Infâme. C'est un gueux. Cet homme, une canaille, un misérable. Je le lui dirai. Je le souffletterai. Je le tuerai sous ma canne. » Mais le prêtre, qui absorbait lentement une prise de tabac à côté de la baronne en larmes et qui cherchait à accomplir son ministère d'apaisement, reprit. « Voyons, monsieur le baron, entre nous, il a fait comme tout le monde. En connaissez-vous beaucoup des maris qui soient fidèles ?» Et il ajouta avec une bonhomie malicieuse. « Tenez, je parie que vous-même vous avez fait vos farces. Voyons, la main sur la conscience, est-ce vrai ?» Le baron s'était arrêté, saisi, en face du prêtre qui continua. « Eh oui, vous avez fait comme les autres, qui sait même si vous n'avez jamais tâté une petite bobonne comme celle-là. Je vous dis que tout le monde en fait autant. Votre femme n'en a pas été moins heureuse, ni moins aimée, n'est-ce pas ?» Le baron ne remuait plus, bouleversé. C'était vrai parbleu qu'il en avait fait autant, et souvent encore, toutes les fois qu'il avait pu, et il n'avait pas respecté non plus le toit conjugal, et quand elles étaient jolies, il n'avait jamais hésité devant les servantes de sa femme. Était-il pour cela un misérable ? Pourquoi jugeait-il si sévèrement la conduite de Julien, alors qu'il n'avait jamais même songé que la sienne pût être coupable ? Et la baronne, tout essoufflée encore de sanglots, eut sur ses lèvres une ombre de sourire au souvenir des fredaines de son mari, car elle était de cette race sentimentale, vite attendrie et bienveillante, pour qui les aventures d'amour font partie de l'existence. Jeanne, affaissée, les yeux ouverts devant elle, allongée sur le dos et les bras inertes, songeait douloureusement. Une parole de Rosalie lui était revenue, qui lui blessait l'âme, et pénétrait comme une vrille en son cœur. Moi j'ai rien dit, parce que je le trouvais gentil. Elle aussi l'avait trouvé gentil, et c'est uniquement pour cela qu'elle s'était donnée, liée pour la vie, qu'elle avait renoncé à toute autre espérance, à tous les projets entrevus, à tout l'inconnu de demain,
Elle était tombée dans ce mariage, dans ce trou sans bord pour remonter dans cette misère, dans cette tristesse, dans ce désespoir, parce que comme Rosalie, elle l'avait trouvé gentil. La porte s'ouvrit d'une poussée furieuse. Julien parut, l'air féroce. Il avait aperçu dans l'escalier Rosalie gémissant et venait savoir, comprenant qu'on tramait quelque chose, que la bonne avait parlé sans doute. La vue du prêtre le cloua sur place. Il demanda d'une voix tremblante, mais calme. « Quoi, qu'y a-t-il » Le baron, si violent tout à l'heure, n'osait rien dire, craignant l'argument du curé et son propre exemple invoqué par son gendre. Petite mère larmoyait plus fort, mais Jeanne s'était soulevée sur ses mains et elle regardait, haletante, celui qui la faisait si cruellement souffrir. Elle balbutia. « Il y a que nous n'ignorons plus rien, que nous savons toutes vos infamies, depuis le jour où vous êtes entré dans cette maison. Il n'y a que l'enfant de cette bonne est à vous, comme le mien, ils seront frères. » Et une surabondance de douleur lui étant venue à cette pensée, elle s'affaissa dans ses draps et pleura frénétiquement. Il restait béant, ne sachant que dire ni que faire. Le curé intervint encore. « Voyons, voyons, ne nous chagrinons pas tant que ça. Ma jeune dame, soyez raisonnable. » Il se leva, s'approcha du lit et posa sa main tiède sur le front de cette désespérée. Ce simple contact l'amollit étrangement. Elle se sentit aussitôt alanguie, comme si cette forte main de rustre, habituée aux gestes qui absolvent, aux caresses réconfortantes, lui eût apporté dans son toucher un apaisement mystérieux. Le bonhomme, demeuré debout, reprit. « Madame, il faut toujours pardonner. Voilà un grand malheur qui vous arrive, mais Dieu, dans sa miséricorde, l'a compensé par un grand bonheur puisque vous allez être mère. Cet enfant sera votre consolation. C'est en son nom que je vous implore, que je vous adjure de pardonner l'erreur de monsieur Julien. Ce sera un lien nouveau entre vous, un gage de sa fidélité future. Pouvez-vous rester séparé de cœur de celui dont vous portez l'œuvre dans votre flanc ?» Elle ne répondait point, broyée, endolorie, épuisée maintenant, sans force même pour la colère et la rancune. Ses nerfs lui semblaient lâchés, coupés doucement. Elle ne vivait plus qu'à peine. La baronne, pour qui tout ressentiment semblait impossible et dont l'âme était incapable d'un effort prolongé, murmura « Voyons, Jeanne. » Alors le prêtre prit la main du jeune homme et, l'attirant près du lit, la posa dans la main de sa femme. Il appliqua dessus une petite tape comme pour les unir d'une façon définitive, et quittant son ton prêcheur et professionnel, il dit d'un air content « Allons, c'est fait. Croyez-moi, ça vaut mieux. » Puis les deux mains rapprochées un moment se séparèrent aussitôt. Julien, n'osant embrasser Jeanne, baisa sa belle-mère au front, pivota sur ses talons, prit le bras du baron qui se laissa faire, heureux au fond que la chose se fût arrangée ainsi, et ils sortirent ensemble pour fumer un cigare. Alors la malade, anéantie, s'assoupit pendant que le prêtre et petite mère causaient doucement à voix basse. L'abbé parlait, expliquant, développant ses idées, et la baronne consentait toujours d'un signe de tête. Il dit enfin pour conclure. Donc c'est entendu, vous donnez à cette fille la ferme de Barville, et je me charge de lui trouver un mari, un brave garçon rangé. Avec un bien de 20 000 francs, nous ne manquerons pas d'amateurs. Nous n'aurons que l'embarras du choix. Et la baronne souriait maintenant, heureuse, avec 2 larmes restées en route sur ses joues, mais dont la traînée humide était déjà séchée. Elle insistait. C'est entendu. Barville vaut au bas mot 20 000 francs, mais on placera le bien sur la tête de l'enfant. Les parents en auront la jouissance pendant leur vie. Et le curé se leva, serra la main de petite mère. Ne vous dérangez point, madame la baronne, ne vous dérangez point. Je sais ce que vaut un pas. Comme il sortait, il rencontra tante Lison qui venait voir sa malade. Elle ne s'aperçut de rien, on ne lui dit rien, et elle ne sut rien comme toujours. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.